Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Les systèmes d'information géographique sont célébrés ce 18 novembre, mais savez-vous ce que c'est? Ils servent à l'analyse spatiale, l'aide à la décision, notamment pour l'aménagement du territoire. Plus de détails dans ce journal. Les hépatites ne cessent de faire des ravages dans le monde et les idées reçues sur les risques de contamination sont nombreuses. Contact physique, poignées de main et bises constituent-ils des risques de contamination? La réponse à suivre. Beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait nuisible au cuir chevelu et donc pour la santé. Bienvenue dans ce journal. Les SIG, en avez-vous déjà entendu parler? Sinon, il s'agit des systèmes d'information géographique. Ce sont des cadres scientifiques pour la collecte et la visualisation de données géographiques. Ils nous aident à prendre de meilleures décisions. Quelle différence les SIG apportent-ils à la société? C'est la question à laquelle veut répondre cet élément réalisé dans le cadre de la Journée mondiale des SIG célébrée ce 18 novembre. Rodrigue Babagbeto. Yezidou Toukourou est un géomètre expert. Cette profession l'oblige à faire usage d'un logiciel particulier pour enregistrer ses données, le logiciel du système d'information géographique, SIG. Si on doit prendre 10 ans pour réaliser une carte, au moment où la carte sort, elle est déjà dépassée. Parce que sur le terrain, des gens ont déjà construit, il y a déjà des évolutions. C'est pour ça qu'on a pensé aussi un système informatique qui peut nous permettre de produire des cartes. On intègre les données aujourd'hui, on a la carte en même temps. Le SIG est un outil informatique qui aide à représenter et analyser tout ce qui se trouve sur Terre. Il joue 3 fonctions essentielles, la collecte et la gestion des données, l'analyse et l'affichage. Il y a les logiciels qu'on appelle les logiciels SIG. C'est des logiciels qui permettent de collecter ces données-là. Et la plupart de ces logiciels sont des logiciels qui gèrent une base de données géographique. Le plan, les informations sur chaque propriétaire sont dans une base de données qui est au niveau de la NDF par exemple. La création de cartes et l'analyse géographique ne sont pas des procédés nouveaux, mais les SIG procurent une plus grande vitesse et proposent des outils sans cesse innovants dans l'analyse, la compréhension et la résolution des problèmes. Et les géographes ne manquent pas de mots pour l'expliquer. Et ça nous permet de comparer l'existant par rapport au présent pour pouvoir prendre des décisions pour l'avenir. Aujourd'hui, sans SIG, on ne peut pas parler du développement. SIG intervient dans la planification urbaine. Et je ne vois pas quel État dans le monde entier qui peut se développer sans la planification urbaine. Ça intervient aussi dans le domaine de l'hydrologie. L'évolution du digital oblige les entreprises à ne pas se passer du SIG pour réduire les coûts de gestion. Imaginez que la Sogema a un SIG pour gérer le marché de Dantopa. On n'a plus besoin d'envoyer chaque fois des agents aller dans les hangars, dans les boutiques pour dire payer. On sait déjà ce que chacun doit, on sait combien de commerçants nous avons dans le marché. En fonction des activités de chacun, combien chacun doit payer et combien doit générer cette collecte-là. On n'a plus besoin d'envoyer des agents qui peut-être iront et puis les vendeuses vont négocier avec eux pour dire bon, revenez demain ou bien bon, prenez ça là. Les collectivités locales ont aussi beaucoup besoin de SIG. Si vous prenez par exemple la commune de Parakou, je sais qu'elle est très avancée dans ça. Parakou est en train de mettre en place même un SIG pour la gestion du foncier dans toute la commune de Parakou. Aujourd'hui, les SIG représentent un marché de plusieurs milliards d'euros dans le monde et emploient plusieurs centaines de milliers de personnes. Les SIG sont enseignés dans les écoles, les collèges et les universités du monde entier. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Les explications avec Martin Soukmon, hépatogastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et
c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. Toutes les femmes adorent se faire belle et pour y parvenir, certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient avoir sur le cuir chevelu et par ricochet sur la santé. Ulvaïs Balogun s'est intéressée au sujet. Voici son reportage. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet. Mais je ne supportais pas à cause des douleurs. Ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête. Et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse. Ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes, on constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Faisons un tour d'horizon de l'actualité nationale. La Nation en bref est compilée aujourd'hui par Reine Ouira.
La campagne de commercialisation du soja pour le compte de l'année 2022-2023 sera ouverte le 24 novembre prochain. La décision a été prise par les membres de l'exécutif réunis en leur session hebdomadaire de mercredi dernier. Une campagne qui sera lancée à Bantais dans le département des Collines et va prendre fin le 30 juin 2023. Pour cette campagne, le prix d'achat du kilogramme fixé aux producteurs est de 190 francs CFA pour tenir compte des recommandations des acteurs. Il est donc rappelé aux producteurs la nécessité de veiller au respect des bonnes pratiques afin de garantir la qualité des produits. Bientôt, l'image du port de Cotonou sera davantage améliorée au thème de la construction du centre des affaires maritimes. Une fois construit, le centre permettra de décongestionner le port et améliorer sa productivité. La plateforme portuaire sera dotée d'une infrastructure de grande importance. Pour la gestion, le centre des affaires maritimes ambitionne de créer la société civile immobilière du port de Cotonou. Ce centre aspire à proposer une nouvelle dynamique aux structures publiques et privées, travaillant en étroite collaboration avec le port autonome de Cotonou. Et puis, le projet du budget 2023 du ministère du Travail et de la fonction publique s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA, un budget en hausse de 13,76% comparativement à celui de 2022 qui était un peu plus de 7 milliards. Un budget qui vise d'une part à la réalisation des objectifs d'une croissance économique accélérée et d'autre part la lutte contre la pauvreté en général et la construction d'une administration de développement. Dans le même temps, le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale a une prévision budgétaire qui est de l'ordre de plus de 9 milliards de francs CFA pour l'année 2023. Ce fonds va permettre d'assurer les dépenses ordinaires en accroissement à cause de l'augmentation des dépenses de personnel et des dépenses d'acquisition de biens et services. Dans le nord du Niger, la ville d'Agadez, considérée comme l'un des joyaux culturels du pays, a beaucoup souffert de l'insécurité. Pendant des années, les agences de voyage, les hôtels et les guides ont pu compter sur des milliers de touristes, 200 000 visiteurs par an en moyenne. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. Voyez le reportage de nos confrères de France 24. À Agadez, plus de 30 ans se sont écoulés depuis la dernière rébellion touareg et 15 années depuis que le terrorisme a commencé à déstabiliser le Sahel. Deux tournants sécuritaires qui ont vidé la région nigérienne de ses visiteurs. Maintenant qu'il n'y a plus de touristes, chacun s'est reconverti. Certains sont devenus des transporteurs, d'autres sont devenus des orpailleurs, d'autres encore sont partis en Libye. Nous, on a choisi de rester ici, dans la ville d'Agadez. La grande mosquée existe depuis plus de 500 ans et reste le symbole de la ville, même si ses portes sont la plupart du temps fermées. Plus loin, dans la vieille ville, les anciennes bâtisses d'architecture traditionnelle ont été sauvées par un travail conjoint entre les habitants d'Agadez et l'UNESCO. Mais l'absence de touristes rend plus compliquée la conservation. C'est un savoir qui va se perdre bientôt. Même ça que tu vois, c'est très ancien, mais on les a retapés. On les a retapés, mais sinon avant c'est usé, c'est parti. Bachir Maman, lui, a créé son propre restaurant à quelques pas de la grande mosquée. Ses revenus ont beaucoup diminué et malgré les aides internationales dans la région, il ne se sent pas soutenu. Ce serait bien que les organismes qui arrivent dans la région nous aident. Enfin, les rares ONG qui viennent. Les ONG pourraient nous aider à nous relever, à garder un revenu. Dans la région, comme Bachir, les acteurs du tourisme les plus qualifiés se sont tournés vers d'autres activités. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.